Pas les débuts, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Tour de France. C'est le débrief de ces 3 semaines de la plus grande course cycliste au monde. Découvrons sans plus attendre le programme que je vous ai concocté. En premier, nous verrons le bilan des étapes. En deuxième, nous verrons les différents classements. En troisième, la liste des coureurs qui n'ont pas rejoint Paris cette année, la liste donc des abandons. En quatrième, les coureurs marquants de cette 110e édition du Tour de France. Puis, comme de tradition, l'équipe type de la 110e édition du Tour de France. Vous aurez pu le constater, le programme ressemble particulièrement au programme des JT hebdomadaires que je vous propose sur le Tour de France. Mais il est un peu plus conséquent ce programme. Allez, les amis, perdons pas de temps, on découvre dès à présent le bilan des étapes. Allez, penchons-nous sur la première semaine. Victoire d'Adam Yates sur l'étape d'ouverture, donc qui endosse le premier maillot jaune du Tour de France. C'était à Bilbao, en Espagne, pour le grand départ du Pays Basque. Lors de la deuxième étape, c'était le 2 juillet dernier, entre Vitoria-Gasteiz et San Sébastien de 108,9 km. C'était le Français Victor Lafay pour la première victoire et la seule et unique tricolore sur cette 110e édition de la Grande Boucle. La troisième étape arrivée en France à Bayonne, précisément après un départ d'Amorier Bieta Extano. Jasper Philipsen, acte 1 à Bayonne. L'étape 4, Dax Nogaro, arrivé sur le circuit automobile de Nogaro. Jasper Philipsen, acte 2. La cinquième étape entre Pau, la troisième ville qui a le plus accueilli le Tour de France dans l'histoire, et la Reims, 162,7 km, victoire de l'Australien Jay Hindley qui en profite pour endosser le maillot jaune de leader du classement général. La sixième étape entre Tarbes et Cotteret-Cambasque, Tadej Pogačar, qui avait été victime d'une défaillance la veille, prend sa revanche et s'impose à Cotteret-Cambasque. Jonas Vingegaard endosse le maillot jaune qu'il ne quittera plus jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Le 7 juillet, un retour à Bordeaux 13 ans après, une étape en partance de Mont-de-Marsan et l'acte 3 de Jasper Philipsen. Le 8 juillet, Libourne-Limoges, une étape de plat, mis à part l'arrivée qui attend faux plat montant. C'est la seule étape où Jasper Philipsen sera battu au sprint. Enfin, c'est un sprint en faux plat montant. On ne peut pas considérer ça comme un réel sprint massif. Victoire du Danois Mats Pedersen. L'étape reine de cette première semaine est l'une des deux, on va dire, étapes reine, l'étape peut-être la plus attendue de ce Tour de France, un retour au Puy-de-Dôme près de 30 ans après, une étape entre Saint-Léonard de Noblat et donc le Puy-de-Dôme. On part de chez Poupou et on arrive au sommet du géant du Massif Central, 182,4 km, et c'est l'échappée qui s'est imposé, la victoire du puncher grimpeur canadien Michael Woods. Allez, penchons-nous désormais sur la deuxième semaine, une étape d'ouverture de cette deuxième semaine 100% puy-daumoise entre Vulcania et Issoire, une étape promise au puncher ou au baroudeur, 167,2 km, victoire de l'Espagnol Pello Bilbao. Ça faisait un bail, ça faisait 5 ans, il me semble, depuis Omar Fraile, qu'un Espagnol n'avait pas levé les bras sur la Grande Boucle. Le Pello Bilbao en profite d'ailleurs pour se replacer au classement général. Le lendemain, une étape qui part de la préfecture du Puy-de-Dôme de Clermont-Ferrand pour arriver à Moulins. Jasper Philipsen, acte 4, dernier acte du sprinter belge sur ce Tour de France. La 12e étape entre Roanne et Belleville, c'était le jeudi 13 juillet, la veille de la fête nationale, 168,8 km, la victoire de Yon Izagirre pour la première arrivée de l'histoire du Tour de France dans la ville du Beaujolais. On y était et on s'en rappelle, on avait fait d'ailleurs des belles rencontres ce jour-là. Toute l'équipe de France Télévisions qu'on salue. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo, elle est en description, ou en tout cas la playlist du Tour de France 2023, le petit blog qui va avec.
Allez, l'étape du 14 juillet, une étape entre Châtillon sur Chalaronne et le Grand Colombier avec la victoire du Polonais Michał Katowski en solitaire. Le 15 juillet, Annemasse Morzine, les Portes du Soleil, la troisième victoire espagnole, la victoire de Carlos Rodriguez après une échappée solitaire lui aussi. Doublé donc pour Ineos Grenadier. Le 16 juillet, Légué, Saint-Gervais-Mont-Blanc, le Betex, une étape qui nous rappelle des bons souvenirs pour nous Français. En 2016, Romain Bardet s'était imposé au Betex et d'ailleurs était remonté sur la deuxième marche du podium à quelques jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Lui qui ne succédera pas puisque il n'a abandonné sur la 14e étape à Morzine, en direction de Morzine. C'est Waterpool qui s'impose après 179 km de course. Allez, passons désormais à la dernière semaine du Tour de France avec en ouverture le seul, unique et très court contre-la-montre de ce Tour de France, 22 km 400 entre Passy et Combloux. C'était le 18 juillet, la victoire du maillot jaune Jonas Vingegaard qui matraque le Tour de France. Allez, passons désormais aux choses sérieuses. Le 19 juillet, c'était un mercredi. L'étape reine sûrement de ce Tour de France, 165,7 km entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel, en passant notamment par le légendaire mais redoutable col de la Lose. C'est l'une des révélations de ce Tour de France, l'Autrichien Félix Gall qui s'impose en solitaire devant Simon Yates qui est arrivé quelques secondes plus tard. Victoire d'AG2R, la troisième sur les 3 derniers Tours de France si je m'abuse. Allez, côté favori, Tadej Pogačar va être victime d'une énorme défaillance dans le col de la Lose et va concéder plus de 5 minutes 30 au maillot jaune Jonas Vingegaard. Tadej Pogačar perd officiellement ou presque le Tour de France. Allez, un peu plus de répit ou presque, on va être gentil. Une étape normalement promise pour les sprinteurs le 18 juillet entre Moutier et Bourg-en-Bresse, 184,9 km. Mais Kasper Asgreen va piéger les sprinteurs et s'imposer pour l'arrivée dans la préfecture de l'Ain. Le 21 juillet, Moiran-Montagne-Poligny, étape promise soit aux baroudeurs, soit aux sprinteurs. Il y a un doute, même si on pense que ça sera pour les baroudeurs et que c'est leur dernière chance de pouvoir obtenir un succès sur ce Tour de France. Après 172,5 km, victoire de Matej Moric d'un cheveu devant le vainqueur de la veille, Kasper Asgreen, à Poligny. Allez, la dernière étape de montagne, l'étape vosgienne, arrivée chez Thibaut Pinot, ou presque, le franc-comtois qui joue à domicile. Une étape entre Belfort et le Markenstein, 133,5 km. Lui qui avait à cœur d'être devant dans cette étape et d'essayer d'aller chercher un résultat. Une étape réservée aux émotions. Thibaut Pinot qui fait ses adieux sur le Tour de France. Et on retiendra surtout son passage dans le désormais mythique virage Thibaut Pinot où il y avait près de 3000 spectateurs pour lui concocter une standing ovation avec vraiment des festivités bien préparées pour l'événement. Revenons donc à la course. Victoire de Tadej Pogačar, malheureusement pour nous Français, au Markenstein pour cette dernière étape de montagne. Lui donc qui a voulu finir sur une bonne note et laver son honneur en remportant une énième victoire d'étape sur le Tour de France. Allez, la dernière étape, l'étape Champagne, comme on la surnomme, une étape entre Saint-Quentin en Yvelines et les Champs-Élysées, 115,1 km, une étape promise normalement pour les sprinteurs. Cette année, on peut se dire qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose, mais c'est bien un sprint massif qui a eu lieu pour l'arrivée sur la plus belle avenue du monde. À noter que l'année prochaine, l'arrivée finale se fera à Nice par un contre-la-montre suite à l'organisation des Jeux Olympiques en France, 100 ans après les JO de 1924. Bon, revenons à la course. Victoire du Belge Jordi Meeus d'un cheveu devant Jasper Philipsen. Le Belge sauf une première victoire sur un grand tour. Et les trônes sont dauphin et compatriote belge Jasper Philipsen, maillot vert cette année, mais vainqueur l'année dernière sur les Champs-Élysées.
Allez, pour commencer cette rubrique classement, commençons par le classement général avec la victoire finale de Jonas Vingegaard en 82 heures, 5 minutes et 42 secondes devant le Slovène Tadej Pogačar à 7 minutes 29. Suivi derrière le doublé Yates, Adam pour un doublé UAE sur le podium avec un retard de 2 minutes 56 sur le vainqueur. Et Simon, lui, pour Jayco Alula, 12-23, quatrième qui échoue au pied du podium. Le 5e et 6e, c'est un doublé espagnol, l'une des révélations du Tour, l'ancien champion d'Espagne, Carlos Rodriguez pour Ineos, complète le top 5 avec 13 minutes 17 de retard sur le maillot jaune, lui qui a notamment remporté une belle victoire d'étape. Le 6e aussi vainqueur d'étape sur ce Tour de France, c'est le puncher grimpeur Pello Bilbao de Bahreïn, Victorious, vainqueur 6e avec un retard de 13 minutes 27 sur le maillot jaune. Allez, la 7e place est attribuée à Jay Hindley de Bora Hansgrohe, 14 minutes 44 de débours, lui qui apporte sur le maillot jaune, Jonas Vingegaard, lui qui a porté cette tunique de leader du classement général en première semaine pour une journée. Le 8e de ce Tour de France avec un débours de 16 minutes 09, c'est l'une des révélations, l'Autrichien Félix Gall. Lui est d'abord lieutenant de Ben O'Connor avant que l'Australien soit victime de mésaventures et que Gall soit propulsé leader de AG2R. Allez, pour compléter ce top 10, notre doublé français David Gaudu pour Groupama FDJ à 9e à 23 minutes 08, lui qui venait pour jouer le podium. Il réalise un Tour de France pas terrible du tout. Allez, le 10e, c'est Guillaume Martin pour Cofidis qui compte un débours de 26 minutes 30 sur le vainqueur Jonas Vingegaard. Cofidis qui a réussi son Tour de France avec notamment 2 magnifiques victoires d'étape 15 ans après la dernière. C'était en 2008 où cette équipe-là avait aussi d'ailleurs été double vainqueur d'étape. Le maillot à poids revient sur les épaules de l'Italien Giulio Ciccone qui en avait fait un de ses objectifs en début de Tour de France. 106 points pour le coureur de Lidl Trek qui devance Félix Gall, l'Autrichien qui a marqué seulement 92 points dans ce classement mais qui s'est offert une magnifique victoire d'étape. Le 3e, c'est un favori du classement général avec 89 points et un débours de 17 points. C'était le tenant du titre Jonas Vingegaard. Ça fait plaisir de voir que ce maillot à poids est sur les épaules d'un coureur qui ne joue pas spécialement le classement général alors que c'était plutôt l'inverse depuis désormais 3 ans. Le maillot vert qui était plié dès la première semaine ou presque, c'est Jasper Philipsen qui l'a ramené sur les Champs-Élysées. 377 points devant Mats Petersen et Brian Coquard, 258 et 203 points pour respectivement pour le Danois et le Français. Le maillot blanc, Tadej Pogačar le remporte en 82 heures, 13 minutes et 11 secondes et devient le seul recordman du nombre de victoires dans le classement des meilleurs jeunes au nombre de 4 succès. Le deuxième de ce classement, Carlos Rodriguez à 5 minutes 48 et le 3e, une nouvelle fois l'Autrichien est répertorié dans un classement, c'est Félix Gall qui échoue à 8 minutes 40. Allez, la meilleure équipe c'est Jumbo-Visma en 247 heures, 19 minutes 41 secondes devant UAE Team Emirates et Ineos Grenadier à 13 minutes 49 pour l'une et 27 minutes 38 pour l'autre. Le super combatif s'appelle Victor Koppenhardt, le Belge de ce Tour de France. Allez, tout d'abord, attardons-nous sur la première semaine du Tour de France et énumérons les coureurs qui nous ont malheureusement quittés dès le début de cette 110e grande boucle. Oui, dès le début, parce que le premier abandon va avoir lieu dès la première étape, après une chute dans la descente de la côte de Pic. La dernière ascension du jour avant l'arrivée à Bilbao sur la première étape, c'est Enric Mas de l'équipe Movistar qui quitte la route du Tour de France. Un coup dur pour l'équipe espagnole qui perd son leader pour le classement général. C'est peut-être plus positif pour les autres favoris au classement général qui auront peut-être plus de chances de faire un meilleur résultat. Dans cette chute, l'Espagnol avait emmené Richard Carapaz avec lui. Richard Carapaz qui va finir l'étape
mais qui sera non partant le lendemain au départ de la deuxième étape. Plus d'abandon après jusqu'à la cinquième étape. La cinquième étape verra 2 non partants. On pense le premier, c'est un premier coup dur pour l'Auto Destiny qui perd l'un des membres de son train, l'abandon de Jacopo Guarnieri, l'un des lanceurs du sprinter maison Caleb Ewan. Un deuxième non partant, un premier coup dur pour Astana Kazakhstan, l'abandon du puncher grimpeur Luis Leon Sanchez. L'équipe kazakhtanaise perd sa meilleure carte pour les étapes de puncher et les étapes de montagne. C'est un premier coup dur pour cette équipe. Oui, premier coup dur, puisque s'il n'y a pas eu d'abandon sur la 6e et 7e étape, il y aura 2 abandons sur la 8e, dont un abandon qui va faire parler, c'est celui de Mark Cavendish, le sprinter d'Astana, co-détenteur du record du nombre de victoires d'étape sur la grande boucle. Lui qui participait à son dernier Tour de France voulait battre le record d'Eddy Merckx. Bon, peut-être qu'avec cet abandon, il va repartir pour une saison et ne prendra pas sa retraite à la fin de cette saison 2023. Allez, espérons-le pour lui, on lui le souhaite. Deuxième abandon sur cette étape, c'est Steph Kras pour Total Energy qui quitte la course aussi. Sur la 9e étape, donc dernière étape de la semaine, un abandon, enfin un coureur non partant qui ne prendra pas le départ de l'étape Rennes, ou presque l'étape la plus attendue de ce Tour de France, qui arrive au sommet du géant du Massif Central, arrivé au Puy-de-Dôme. L'abandon du champion des États-Unis, Quinn Simmons, qui a enchaîné de nombreuses mésaventures depuis le départ de la grande boucle. Si on passe à la deuxième semaine, il n'y aura aucun abandon sur les 2 premières étapes de cette deuxième semaine, donc de l'étape 10 et l'étape 11. Seulement le négatif va reprendre le pas sur le positif avec 2 coureurs qui vont quitter la course sur l'étape 12, un non partant. Un tournant pour les étapes de plaine, l'abandon du sprinter Fabio Jakobsen. Coup dur pour Soudal Quickstep qui fait face déjà à un très mauvais début de Tour de France. Astana qui va encore faire face à des mésaventures. 3e abandon, Davide Dela Cruz quitte la route du Tour de France au cours de la 12e étape. Gros coup dur, Astana qui va finir à 5. Sur l'étape 11, 2 coureurs vont quitter la course et pas des moindres. Un coureur important pour Ineos Grenadier pour la course au podium ou au top 10 en tous les cas. L'abandon donc du Britannique Ben Turner. Et puis un nouveau tournant pour les étapes de plaine avec l'abandon d'un autre sprinter de classe mondiale, l'abandon de Caleb Ewan. Les mésaventures continuent pour l'Auto Destiny. L'Australien quitte la course, il n'y a plus beaucoup de sprinters. L'étape 14 va faire des dégâts, on va subir un tiers des abandons depuis le départ sur cette étape 14. Avec une grosse chute, d'ailleurs la première chute collective sur ce Tour de France. On va les énumérer, des gros coups durs pour le classement général, des nouveaux tournants, l'abandon de Esteban Chavez, le grimpeur d'Education First, et de James Shaw aussi pour l'équipe américaine. L'équipe américaine qui avait déjà perdu son leader pour le général Richard Carapaz va finir à 5. Heureusement que Nelson Paulus est là pour redonner le sourire à cette équipe. Abandon pour Alpecin des König de Ramon Sinkelban, un élément important pour le train du maillot vert Jasper Philipsen. L'abandon pour Intermarché Circus Monti de Louis Mentiès. Coup dur pour l'équipe belge qui perd un de ses meilleurs éléments. Movistar qui va encore connaître des mésaventures elle aussi. 2 abandons. C'est le 3e depuis le départ le 2e et 3e depuis le départ du Tour de France. L'abandon de Ruben Guerreiro et de Antonio Pedrero, 2 gros coups durs pour cette équipe. Et puis, pour nous Français, le triste événement, l'abandon de Romain Bardet après une chute dans la descente. Alors que les descentes sont sa spécialité, c'est le meilleur descendeur du monde. Malheureusement, coup dur pour nous Français, sur qui on comptait pour faire une belle place au classement général. L'étape 15 verra un nouvel abandon de Marc. L'ancien vainqueur du Critérium du Dauphiné, Daniel Philippe Martinez, quitte le Tour de France. C'est un coup dur pour Ineos et pour le leader Carlos Rodriguez, le leader de substitution après les aventures de Yann Bernal, qui perd un nouveau lieutenant. Si on s'attarde sur la 3e semaine, il y a moins d'abandon que sur la 2e et ça fait plaisir. Par contre, malheureusement, les coureurs qui nous quittent ne sont pas des moindres. On commence
avec un non partant lors de la 16e étape, l'abandon de l'Américain Matteo Jorgensen, qui est le 4e coureur de l'équipe Movistar, a quitté la course non partant sur cette 16e étape. Les déboires continuent pour l'équipe espagnole qui va devoir finir à 4. Un abandon de renom pour le sprint aussi, l'Allemand Phil Bauhaus, habitué des places d'honneur sur les arrivées massives sur ce Tour de France, quitte la route du Tour de France sur l'étape 17. Alors que Alexis Renard, lui, était non partant ce jour-là. Coup dur pour Brian Coquer qui perd son poisson pilote et pour Cofidis. Et c'est que le début des mésaventures pour Cofidis qui va perdre encore 2 coureurs sur l'étape 18. L'abandon de Simon Geschke, l'ancien porteur du maillot blanc à Croix-Rouge, le meilleur grimpeur, et de Anthony Pérez du français, 2 coureurs de grande qualité et très importants dans le collectif Cofidis. Cette étape 18 verra aussi un abandon d'un coureur très important pour Jumbo-Visma, mais c'est pour des raisons positives. Wout van Aert est non partant, puisqu'il est parti rejoindre sa femme qui a accouché depuis d'un 2e enfant, et d'ailleurs on félicite grandement le Belge et son épouse. L'étape 19 ne verra aucun abandon, alors que l'étape 20 verra l'abandon du français, du Lyonnais Victor Lafay, seul vainqueur d'étape français sur ce Tour de France, qui abandonnera après sa chute sur le contre-la-montre de la 16e étape et qui doit quitter la route à la veille de l'arrivée sur les champs. Bon, heureusement, l'étape des Champs-Élysées, l'étape Champagne, comme elle est surnommée, ne verra aucun abandon, tant mieux, car les dégâts sont déjà assez importants. Ça nous laisse transiter vers un tableau comparatif avec l'édition 2022. Voilà, comme il est coutume, 176 coureurs prennent le départ du Tour de France chaque année depuis quelques années maintenant. L'année dernière, seulement 135 coureurs avaient réussi à défiler sur les Champs-Élysées. 41 coureurs avaient donc quitté la route du Tour de France. Cette année, c'est 150 coureurs qui ont passé la ligne de la plus belle avenue du monde. Donc un nombre d'abandons de 26. On le remarque donc cette année que le nombre d'abandons a été divisé par 2. Enfin, un tout petit peu moins que par 2, par 1,8 disons. Donc, mais je cesse aussi de me répéter que l'année dernière, l'épidémie de Covid-19 avait impacté fortement ces chiffres. Le premier coureur combatif de ce Tour de France 2023, c'est le super combatif d'ailleurs de cette 110e édition, c'est le Belge Victor Campenaerts. Très actif tout au long de ce Tour de France, le Belge est passé à l'offensive quasiment tous les jours, réussissant à intégrer l'échappée à 5 reprises sur les étapes, donc 5, 9, 12, 18 et 19, parvenant à être élu par 2 fois combatif du jour, la 18e et la 19e étape. Élément moteur des échappées sur la 18e étape, alors qu'il avait une chance de gagner, il a même préféré se sacrifier pour permettre à l'échappée et à son coéquipier Pascal Lecomte de se jouer la victoire. Le deuxième combatif, il faut en parler, il a fait le spectacle tout au long de ce Tour de France, longtemps porteur du maillot de meilleur grimpeur, c'est l'Américain Nelson Powles. Longtemps porteur du maillot à poids, l'Amérindien a été l'un des grands animateurs de cette 110e édition du Tour de France. En effet, présent dès qu'il le pouvait dans les échappées, il s'est battu pour défendre sa tunique, coûte que coûte, lui faisant honneur, mais ne réussissant malheureusement pas à la conserver jusqu'à Paris. Son panache et sa passion pour le vélo nous aura fait vibrer durant ces 3 dernières semaines. Allez, le troisième combatif de ce Tour de France, on va être un peu chauvin et un peu émotif en parlant de lui, puisque c'est l'une des dernières fois qu'on va citer son nom pour une course cycliste. C'est Thibaut Pinot, le franc-comtois, ancien maillot blanc du Tour de France, ancien meilleur grimpeur du Tour d'Italie, qui a fait ses adieux à la Grande Boucle cette année. Alors qu'il participait à son dernier Tour de France, l'idole de juillet a fait vibrer toute la France du cyclisme durant 3 semaines. Même si une victoire d'étape l'aurait élevé en légende, le maillot bleu du dernier Giro a été fêté comme il se doit tout au long de ces 3 semaines, jusqu'à faire ses adieux au Tour à domicile. En effet, il a été célébré en héros lors de la 20e étape dans la montée du Petit Ballon et plus particulièrement dans le désormais légendaire virage Pinot où est amassé près de 3000 supporters. Allez, passons sans plus attendre aux révélations de ce Tour de France. On découvre la première, elle est française, elle est lyonnaise, c'est Victor Lafay du team Cofidis. Si les suiveurs de vélo connaissaient ses qualités, le coureur de Cofidis n'était pas connu du grand public.
autour d'un magnifique Tour de France, surtout lors de la première partie, levant notamment les poids sur la deuxième étape, la seule victoire tricolore par ailleurs. Et portant le maillot vert pendant 2 jours, il a été l'un des animateurs de cette 110e édition de la Grande Boucle. Même s'il a dû malheureusement quitter la course après une chute sur le sol contre la montre présent sur le parcours, le Lyonnais fait figure de révélation sur ces 3 dernières semaines. La deuxième révélation, elle est espagnole, elle fait partie du team Ineos Grenadiers, c'est l'ancien champion d'Espagne Carlos Rodriguez. Un temps sur le podium, l'ancien champion d'Espagne propulsé leader de Ineos Grenadier, après les mésaventures de Egan Bernal, a pesé sur la course. En effet, vainqueur notamment de la 14e étape arrivant à Morzine et 5e au classement général, le deuxième du Tour de l'Avenir 2021 a surpris tout le monde durant ces 3 dernières semaines et a démontré qu'il faudra désormais compter sur lui. Et puis, la dernière révélation, c'est le vainqueur de l'étape reine de ce Tour de France, arrivant à Courchevel et passant par le col de la Lose, l'Autrichien de l'équipe AG2R Citroën Team, Félix Gall. Propulsé leader de AG2R Citroën Team après les mésaventures de Ben O'Connor, l'ancien champion du monde junior a impressionné. D'abord éphémère porteur du maillot à poids en début de Tour de France, l'Autrichien s'est mué en candidat redoutable aux places d'honneur, aussi bien qu'il a atteint les sommets en s'offrant l'étape reine de cette grande boucle, arrivant à Courchevel et par là même le souvenir Henri Desgranges en passant en tête au sommet du col de la Lose. Allez, démarrons sans plus attendre les tops du Tour de France en démarrant par le grand vainqueur Jonas Vingegaard. Le vainqueur sortant du Tour de France a assumé son statut de favori tout au long de ces 3 dernières semaines. S'il ne donnait pas l'impression d'être serein, le vainqueur du dernier Critérium du Dauphiné a en réalité joué la carte de la stratégie. En effet, adoptant tout d'abord une position défensive, laissant ses adversaires se fatiguer, il a ensuite écrasé le Tour de France en réalisant une performance stratosphérique sur le seul et unique contre-la-montre présent sur le parcours. Ainsi, le désormais double vainqueur du Tour a pu parader sur les Champs-Élysées pour la 2e année consécutive. Allez, le deuxième top, c'est un quintuple vainqueur d'étape sur ce Tour de France, c'est le maillot vert, Jasper Philipsen. Déjà double vainqueur d'étape lors de la précédente édition, le sprinter belge a confirmé qu'il était bien actuellement le meilleur sprinter au monde. En effet, vainqueur de 3 étapes dès la première semaine, avant de s'en offrir une 4e durant la 2e semaine, le redoutable coureur d'Alpecin-Deceuninck a très vite tué tout suspense dans la quête du maillot vert, étant même intraitable lorsque le moindre point était en jeu. Allez, le troisième top, c'est aussi un vainqueur de classement annexe, c'est le maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur, alias Giulio Ciccone de Lidl Trek. Avec comme objectif principal de ramener le maillot à pois à Paris, l'Italien était venu sur ce Tour de France avec de hautes ambitions. Ne prenant part à la quête du Grand Prix de la Montagne seulement à partir de la 2e semaine, l'ancien porteur du maillot jaune a tout d'abord joué la carte de la stratégie avant de devenir l'un des grands animateurs des 2 dernières semaines de ce Tour de France. Si on s'attarde désormais au cours flop de ce Tour de France, le premier sera breton, sera français, ancien 4e du Tour de France, c'est bien évidemment David Gaudu. Venu sur le Tour de France avec comme ambition de monter sur le podium final à Paris, le 4e du dernier Tour de France se devait de confirmer. Après un Critérium du Dauphiné calamiteux, fini à la 30e place à 25 minutes 49 du vainqueur Jonas Vingegaard, les premières grandes échéances présentes sur le parcours de cette 110e édition de la Grande Boucle ont eu raison de lui, mettant un terme à toute ambition au classement général. Allez, le deuxième flop, c'est Mikel Landa, l'ancien lieutenant de Christopher Froome, qui a évolué sur ce Tour de France un temps à domicile lors du grand départ du Pays Basque. Alors qu'il avait à cœur de performer sur ce Tour de France qui prenait sa source dans son Pays Basque natal, l'ancien meilleur grimpeur du Giro n'a pas existé durant ces 3 dernières semaines. Vite écarté de la course au podium, il n'a pas su revoir ses plans et se tourner vers d'autres objectifs en se glissant notamment dans des échappées. En effet, s'il a voulu par moments faire la course à l'avant, il n'a jamais pu lutter dans l'optique d'une victoire d'étape. Allez, le dernier flop, c'était un animateur de l'édition 2022, le grand animateur de l'édition 2022. Cette année, c'était le grand absent, en tous les cas l'invisible, Magnus Cornelissen, le Danois, ancien porteur du maillot blanc à pois rouge des meilleurs grimpeurs. Le Danois sortait d'un Giro réussi avec notamment une victoire d'étape. Malheureusement, le dernier adhérent au cercle des vainqueurs d'étape sur les 3 grands tours, impressionnant lors de la dernière édition, a été décevant
tout au long de ces 3 dernières semaines. En effet, nous retiendrons seulement cette année que l'ancien porteur du maillot à pois est passé à l'attaque en compagnie de Julien Alaphilippe sur les Champs-Élysées. Allez, commençons sans plus attendre cette équipe type de la 110e édition par les grimpeurs. On retrouve sans grande surprise le Danois, désormais double vainqueur du Tour de France. Lui qui était le grandissime favori à sa succession, alors que Tadej Pogačar avait lui seulement un rôle réel d'outsider, puisque il n'avait pris part seulement à son championnat national depuis sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège en avril dernier, et le manque de rythme s'est fait sentir. Jonas Vingegaard était aussi l'auteur de performances assez exceptionnelles, vainqueur de la 16e étape du contre-la-montre, du seuil unique, avec une performance stratosphérique, un contre-la-montre promis aux grimpeurs et aux favoris du Tour de France. Alors, on aurait pu se dire tout d'abord qu'il n'était pas très serein, mais il a su justement gérer cette pression. Il a adopté tout d'abord une position défensive, laissant ses adversaires se fatiguer avant d'écraser le Tour de France sur le seul contre-la-montre présent sur le parcours. Jonas Vingegaard a su répondre aux attentes et se retrouve bien évidemment comme étant le meilleur grimpeur de cette 110e édition. Le deuxième grimpeur de cette équipe type de la 110e édition du Tour de France, sans grande surprise, c'est le maillot blanc Tadej Pogačar, désormais seul recordman du nombre de victoires dans le classement du meilleur jeune, 4 succès. Lui qui avait le statut d'outsider, comme je vous l'ai dit, jusqu'ici il avait pris part qu'à son championnat national depuis sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège en avril dernier. Bon, il faut dire que même s'il arrivait sur ce Tour de France avec une condition physique limitée, il est resté longtemps dans la course à la victoire finale. Et il a su faire aussi le spectacle et n'a jamais abdiqué, et même lorsque le Tour de France semblait jouer. Voilà, c'est un coureur, on le sait, qui ne se décourage jamais. On le sait, déjà, il avait eu une petite alerte en début de Tour de France sur la 5e étape partie de Pau, mais il a su, comme je vous l'ai dit, très bien réagir et pas se décourager, puisqu'il a remporté l'étape du lendemain, la 6e entre Tarbes et Coteau et Grand Masque, et il a su déjà reprendre un petit peu de temps sur Jonas Vingegaard, et puis même s'il avait perdu le Tour, il a gagné la dernière étape de montagne entre Belfort et le Markenstein, et il a pu laver son honneur. Alors, découvrons désormais les 2 punchers faisant partie de cette équipe type. On retrouve tout d'abord Michael Woods, le coureur canadien de l'équipe Israël Première Tech. Alors certains vont le considérer comme un grimpeur, je trouve qu'il court comme un puncher, donc je le considère puncher. Voilà. On peut dire du Canadien que c'est un excellent puncher, pouvant être redoutable lorsque la route se courbe, et même dans les ascensions les plus difficiles. C'est un coureur notamment qui ne baisse jamais les bras et qui a sur ce tour su mettre son expérience au service du collectif et s'en servir lui aussi à titre personnel lorsqu'il est dans le dur, lui permettant de faire souvent la différence. On va prendre l'exemple de l'étape 9 entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy-de-Dôme qu'il a brillamment remporté. Cette étape qui était la plus attendue de ce Tour de France, un retour au sommet du géant du Massif Central 35 ans après. On l'a vu dans l'ascension du Puy-de-Dôme, il a su lisser son effort en ne se mettant pas dans le rouge, et a pu faire son effort au meilleur des moments pour revenir sur la tête de la course. Bon, avec lui pour l'accompagner dans les punchers, c'est Pello Bilbao, le vainqueur de la 10e étape entre Vulcania et Izoard. Lui qui a fini 6e au classement général final avec un retard de 13 minutes 27 sur le vainqueur Jonas Vingegaard. Alors on le sait, habituellement c'est un excellent puncher, mais tout comme Michael Woods, il est très redoutable lorsque la route se courbe et même dans les ascensions les plus difficiles. D'ailleurs, si on revient sur cette 10e étape entre Vulcania et Izoard, on l'a vu sur cette étape notamment qu'il possède une bonne petite pointe de vitesse lui permettant de régler un petit groupe au sprint, et ça peut faire la différence face à certains adversaires. Lui qui ne baisse jamais les bras et qui est généreux dans l'effort, oui, sur cette étape 10, il a tout donné. Bon, il avait un intérêt pour le classement général, mais il aurait pu dire dans les derniers kilomètres, bon, allez, j'ai repris assez de temps au classement général, je vais me préparer pour le sprint et pas donner un coup de pédale. Non, ça n'a pas été le cas, il a tout donné. D'ailleurs, on peut le dire, l'Espagnol sent très bien la course et sait saisir les opportunités qui lui sont offertes. Il l'a bien saisi puisqu'il n'a pas hésité à endosser le rôle de leader de substitution après les mésaventures de Michael Landa. Allez, attardons-nous désormais sur les sprinteurs et sans surprise, on retrouve bien évidemment le maillot vert Jasper Philipsen. Oui, grand gagnant du classement par points, maillot vert qui portait depuis la 4e étape le quintuple
vainqueur d'étape sur ce Tour de France, vainqueur des 3, 4, 7 et 11e étapes. Lui qui a été intraitable sur les sprints et même lors des sprints intermédiaires ou lorsque les sprinteurs se sont fait piéger, intraitable lorsque le moindre point pour le maillot vert était en jeu. Bon, même s'il possédait le meilleur train avec sûrement le meilleur poisson pilote du moment, la personne de Mathieu Van Der Poel, il faut aussi avouer qu'il était presque toujours bien placé, qu'il a su se débrouiller seul à certains moments. Par exemple, la 11e étape Clermont-Ferrand-Moulins, où Mathieu Van Der Poel était absent dans le final. Il a su pour prendre le train d'un autre sprinter et faire la différence. Lui qui est aussi le meilleur grimpeur des sprinters, on l'a vu, il a passé assez, pas tranquillement, mais il est rentré, oui, tranquillement dans les délais sans se faire de frayeur. On découvre désormais le deuxième sprinter de cette équipe type, c'est Matt Peterson, l'ancien champion du monde, vainqueur de la 8e étape entre Libourne et Limoges, on va en reparler. Alors qu'il avait l'objectif de ramener le maillot vert à Paris, il a échoué à la deuxième place de ce classement derrière l'extraterrestre Sprinter belge. Oui, deuxième derrière un extraterrestre, c'est pas rien. Surtout qu'il peut se vanter d'être le seul sprinter qui a été capable de battre Jasper Philipsen, le maillot vert, sur un sprint, même s'il s'agissait d'un sprint en boss. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on reparlerait de cette 8e étape, que c'était sur cette étape, très exactement. Le Danois qui a su aussi se mettre à la disposition de ses leaders lorsque les étapes ne lui convenaient pas. Il a protégé ses coéquipiers sur les parties plates et s'est souvent sacrifié pour permettre à certains de se glisser dans les échappées. Préparation des attaques, poursuite des groupes, s'étant détaché du peloton. Je pense notamment à Mathias Skelmos et à Giulio Ciccone. Allez, on découvre les baroudeurs, on va être un peu chauvin. On retrouve dedans le Lyonnais Victor Lafay. Oui, certains vont dire que c'est un puncher, je vais le considérer comme baroudeur. C'est le seul coureur qui a pu suivre les deux extraterrestres que sont Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar dans le final de la première étape. Et il s'est même permis d'ailleurs de les attaquer. Lui qui a récidivé le lendemain en faisant le coup du kilomètre et s'adjugeant la deuxième étape entre Vitoria-Gasteiz et San Sébastien. Et c'est donc d'ailleurs la seule victoire française. Lui que j'ai nommé révélation de la première semaine du Tour de France. Il a d'ailleurs porté le maillot vert durant 2 étapes, lui faisant même honneur, on se souvient. Il a fait preuve de malice, bon, grâce à son équipe, et aussi à Brian Cocard sur la 3e étape, en prenant un peu d'avance pour s'alluger les points du sprint intermédiaire. C'est aussi un coureur qui n'abdique jamais, on l'a vu. Lui qui avait chuté sur la 16e étape, le contre-la-montre entre Passy et Combloux. Il s'est relevé, a filé contre la montre et a abdiqué seulement à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées où là, c'en était trop. Le deuxième baroudeur, c'est un homme à tout faire, c'est le Slovène ancien champion de Slovénie, Matej Moric. Lui qui s'est imposé pour la 3e fois de sa carrière sur la route du Tour de France lors de la 19e étape entre Moire-en-Montagne et Poligny, qui avait déjà failli faire en mouche lors de la 9e étape, l'étape reine de la première partie du Tour de France, l'étape la plus attendue, le retour au Puy-de-Dôme 35 ans après, la 9e pour être précis, où il avait fini 3e. Comme je vous l'ai dit, je le mets dans les baroudeurs, mais c'est un coureur capable de gagner sur tous les types de terrain, même lorsque les ascensions les plus difficiles se présentent à lui. Donc le Puy-de-Dôme en témoigne, il a fait une excellente ascension. On le sait, à la base c'est un excellent rouleur qui aime particulièrement les parcours difficiles et longs. Je pense même qu'on peut le considérer comme un coureur de classique, hein, le Slovène. En témoigne d'ailleurs sa victoire sur Milan-San Remo en 2022 et sa 2e place en 2021 sur la Classica San Sébastien. Lui qui fait preuve de modestie et qui avoue ne pas être toujours le meilleur. Oui, il n'est peut-être pas toujours le meilleur, mais on l'a vu durant toute sa carrière. Il fait souvent preuve de malice pour prendre les meilleures décisions et s'imposer. On l'a vu notamment d'ailleurs sur cette 19e étape entre Moiron en montagne et Poligny. Il nous l'avait très justement expliqué. Il avait dit que sur un sprint, il était en théorie battu par Kasper Asgreen, mais qu'il a su faire preuve de réflexion lorsqu'il a réalisé son sprint pour battre le Danois. D'un cheveu d'ailleurs, on s'en est remis à la photo finish. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo. C'est la fin de notre Tour de France. Ce Tour de France de José s'arrête aujourd'hui, malheureusement ou joyeusement. Aussi on a passé des bons et des mauvais moments. Je tiens à avoir encore une fois une pensée pour Gino Nader qui nous a quittés sur le Tour de Suisse
le mois dernier, au mois de juin. Le cyclisme ne s'arrête pas là sur les antennes du groupe José. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis, Kichet Pali, à la prochaine. Salut, ciao, bye bye.